Tout a commencé par une fuite, une seule ligne perdue dans un câble classifié, mais suffisante pour fissurer un continent. 2 chiffres y brûlaient, 70% d'or à céder et 48 heures pour obéir. Ce n'était pas une négociation, c'était une injonction, un ultimatum enveloppé d'arrogance diplomatique. Que se passe-t-il quand un président, Ibrahim Traoré, décide de répondre non ? Et si ce refus, jailli du cœur du Burkina Faso, réveillait d'autres nations endormies, le choc d'un seul mot, non, peut-il réellement ébranler l'ordre économique bâti depuis un siècle ? L'histoire à venir n'est pas seulement celle d'un affrontement politique, mais d'un test existentiel pour tout un continent. Dans cette séquence, chaque minute compte. Elle mesure jusqu'où un État africain peut aller pour défendre sa souveraineté face à la pression des grandes puissances. Le pari d'Ibrahim Traoré n'était pas économique. Il était symbolique. Défendre l'or, c'était défendre l'âme d'un pays dont chaque gramme avait été compté par d'autres. Ce récit dévoilera minute par minute comment une décision solitaire, prise dans une salle sans témoin, a déclenché une onde politique, numérique et militaire. L'enjeu est clair. Si le Burkina Faso résiste, alors la hiérarchie mondiale fondée sur la dette, et si la peur vacille. Si au contraire il cède, un demi-siècle de rêve panafricain s'effondre. Ibrahim Traoré a choisi la première voie, celle où la dignité se paie au prix de l'isolement. Et derrière ce pari, une question plane. Qui tiendra jusqu'au bout ? La révélation éclate à 6h30 du matin, le 12 août 2025. Dans le bureau présidentiel de Ouagadougou, un télégramme scellé d'un cachet rouge porte la signature de Donald J. Trump. Le message, froid et comptable, exige céder 70% des réserves d'or du Burkina Faso ou rembourser immédiatement 5-6 milliards de dollars de dettes accumulées. L'ultimatum expire dans 48 heures. À ce moment précis, Ibrahim Traoré comprend que ce n'est pas une simple crise financière. C'est une déclaration de guerre économique. Les signaux s'enchaînent. À Washington, le FMI garde le silence. À Paris, quelques diplomates parlent d'ajustement technique. Mais sur le terrain, des drones survolent déjà le Sahel. Les services de renseignement américains détectent une activité inhabituelle autour des mines de l'Ouest. Les mots du télégramme deviennent réels, métalliques. Derrière les chiffres, une logique impériale, forcer un pays à livrer sa richesse naturelle contre la promesse d'un ordre économique stable. Ibrahim Traoré, face à cette machination, convoque en urgence ses conseillers et les chefs militaires. En moins de 3 heures, une décision tombe. Aucun gramme d'or ne quittera le territoire sans décret national. À partir de cet instant, la résistance burkinabé n'est plus une hypothèse. Elle devient un plan. Ce choix, simple dans sa forme, renverse tout l'équilibre du Sahel. Le monde découvre qu'un capitaine de 35 ans ose défier les créanciers de l'Occident. Et pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique ne parle plus seulement d'indépendance, elle agit. Ibrahim Traoré vient d'ouvrir une fracture historique entre la dette et la dignité, entre le calcul des banques et la fierté des peuples. Le premier cercle autour d'Ibrahim Traoré se referme dans la salle de crise. Autour de la table, un général aux tempes grises, 2 ministres de l'économie et le directeur de la Compagnie nationale des mines. Aucun micro, aucun conseiller étranger. Le capitaine écoute, puis tranche. Nous parlerons aux Burkinabés avant de parler au monde. Ce sera la première règle de résistance. À 9h du matin, la radio nationale interrompt ses programmes. Une voix calme lit un communiqué bref. Le Burkina Faso ne vendra ni son or ni sa dignité. Dans les villages, les téléphones portables se passent l'extrait en boucle. À Koudougou, des femmes qui travaillent en le marché de cacao cessent un instant leur activité. L'une murmure « Il a dit non ». Le mot devient symbole. Dans les heures qui suivent, les chancelleries occidentales s'agitent. À Paris, le Quai d'Orsay demande un rapport d'urgence. À Washington, un porte-parole parle de actes irresponsables. Mais sur le terrain, c'est l'inverse qui se produit. L'armée verrouille les convois miniers, des ingénieurs burkinabés prennent la relève des sociétés expulsées. Les premiers effets se mesurent non pas en chiffres, mais en regards, ceux d'un peuple qui relève la tête. Et derrière chaque micro-histoire, une conviction se dessine. Ibrahim Traoré ne lutte pas seulement pour l'or, il lutte pour le droit de dire non. Tout bascule à midi.
Ibrahim Traoré ordonne la fermeture de toutes les routes minières, puis une diffusion nationale. Les écrans s'assombrissent, remplacés par son image en uniforme, une main sur le drapeau, l'autre sur un dossier scellé du sceau national. Sa voix, ferme, traverse le pays. Il ne réclame pas seulement notre or, il réclame notre peur. Dans les secondes qui suivent, un silence dense s'abat sur les foyers, les marchés, les casernes. Puis une clameur monte, lente, profonde, unanime. À 13h, les premières réactions internationales tombent. CNN évoque une rupture historique. La BBC parle de provocation. À Washington, les conseillers de Trump rédigent des communiqués d'alerte pour les marchés. Mais à Ouagadougou, le message est clair. La souveraineté n'est pas à vendre. Les heures suivantes se déroulent à une vitesse étourdissante. Les réseaux sociaux africains s'embrasent. Des mots-clés surgissent. Hors burkinabé, non-odette, relayés par des milliers de comptes. À Bamako, à Conakry, à Niamey, les radios diffusent son discours. Dans la capitale burkinabé, la place de la Révolution se remplit sans consigne officielle. Les drapeaux se lèvent. Les chants improvisés scandent son nom. Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, dans les tours de verre du FMI, une réunion en urgence s'ouvre. Les experts calculent les pertes potentielles. Les diplomates français évoquent un risque de contagion. À Londres, des traders spéculent déjà sur la chute du franc CFA. Mais sur le terrain, la réalité est plus forte que les indices. Les mines de l'Ouest sont désormais sous contrôle national. Les entrepreneurs étrangers escortés jusqu'aux frontières. Vers la tombée du jour, les capitales occidentales passent à l'offensive médiatique. Les journaux titrent « Le Burkina Faso refuse de payer sa dette ». Pourtant, les images diffusées depuis Ouagadougou racontent autre chose. Un peuple qui danse, des enfants brandissant des pancartes peintes à la main, un drapeau déployé sur les toits. À 22h, Traoré s'adresse une dernière fois à son cabinet. « Nous avons 2 jours, dit-il, mais eux aussi. » Il sait que la bataille de l'opinion vient de commencer. Derrière chaque discours, chaque image, se joue une lutte de perception. L'Occident parle d'insubordination, lui parle de libération. Le lendemain, les premiers signes d'ingérence apparaissent. Des drones de surveillance sont détectés au-dessus du Sahel. Les comptes anonymes amplifient des rumeurs de crise interne. Mais sur le terrain, la discipline tient, chaque convoi sécurisé, chaque mine verrouillée, chaque citoyen vigilant. Dans les rues, on murmure que l'Afrique retient son souffle. Et pour cause, jamais un chef d'État n'avait dit non avec une telle sérénité. Ibrahim Traoré vient de transformer un ultimatum en symbole. Et le monde, malgré lui, doit désormais écouter. La résistance d'Ibrahim Traoré ne repose pas sur des slogans, mais sur des chiffres précis. Premier indicateur. En 6 mois, le Burkina Faso a repris le contrôle de 72% de ses sites aurifères, contre seulement 18% avant la nationalisation. Ce basculement massif a réduit de moitié les transferts financiers vers les filiales étrangères. Derrière ce chiffre, une transformation. Pour la première fois, les revenus miniers alimentent directement les fonds de développement local. Deuxième indicateur, la production d'or légal, longtemps dissimulée sous des contrats opaques, a bondi de 37% depuis la mise en place du plan Traoré. Ce n'est pas une simple hausse mécanique, c'est l'effet d'une réintégration complète de la chaîne de valeur du forage au raffinage. Les coopératives nationales, jusque-là marginales, sont devenues fournisseurs de l'État. Troisième indicateur, la dette publique, estimée à 5,6 milliards de dollars, n'a pas disparu, mais son poids relatif s'est contracté de 12% en proportion du PIB. Ce recul, modeste sur le papier, équivaut à une reprise de souffle politique. Chaque point gagné est une heure gagnée avant la prochaine pression internationale. Les économistes du FMI, eux, parlent de anomalies statistiques. Mais les faits sont têtus. Les recettes minières nationales ont augmenté alors même que les sanctions financières se multipliaient. Le paradoxe illustre le cœur du pari Traoré. Transformer une économie de dépendance en économie de résistance. Dans les rues de Ouagadougou, ces chiffres prennent un visage concret. Les infrastructures laissées à l'abandon depuis 20 ans se remettent en marche. Des ateliers de traitement de minerais rouvrent. Les écoles techniques, financées par le nouvel impôt sur l'or, forment les premières promotions de métallurgistes locaux. Chaque pourcentage devient un symbole de souveraineté retrouvée.
À l'international, ces données sèment la panique. Les places financières redoutent un précédent. Si un État peut rompre avec le FMI et maintenir la croissance, que restera-t-il du système d'endettement mondial ? Ibrahim Traoré ne le dit pas ouvertement, mais son silence suffit. Les chiffres parlent plus fort que les communiqués. Les critiques ne tardent pas. En Europe comme à Washington, des analystes dénoncent une aventure populiste. Selon eux, Ibrahim Traoré met en péril l'équilibre économique régional, crée un précédent dangereux et isole son pays. Un éditorial du Financial Herald affirme même que le refus du Burkina Faso équivaut à un suicide financier. Mais ces jugements se heurtent aux faits. Premier argument adverse, sans soutien du FMI, un État africain ne peut survivre. Réponse. En 4 mois, le Burkina Faso a trouvé 3 alternatives concrètes: financement bilatéral avec le Mali, coopération minière avec la Guinée et ligne de crédit en yuan digital avec la Chine. Aucune d'entre elles ne dépend de l'Occident. Deuxième argument, les sanctions couperont le pays des marchés mondiaux. Réponse. Certes, les échanges ont ralenti, mais les circuits d'approvisionnement africains du Niger au Tchad se sont réorganisés. Là où l'Occident voit une fracture, l'Afrique perçoit une reconnexion. Troisième argument, la popularité de Traoré n'est qu'un feu de paille. Réponse. Selon un sondage indépendant du Centre panafricain des études sociales, 68% des Burkinabés considèrent son refus comme un acte de fierté nationale. Les rues ne mentent pas. Le soir, les marchés résonnent du même refrain: nous ne sommes pas à vendre. Cette confrontation idéologique révèle une fracture plus large entre ceux qui mesurent la stabilité en chiffres et ceux qui la mesurent en dignité. Les experts voient un risque, les peuples voient une renaissance. Et dans ce décalage se joue l'essence du moment. Ibrahim Traoré n'a pas seulement refusé un ultimatum, il a inversé la logique du pouvoir. Là où l'Afrique devait se justifier, c'est désormais le monde qui doit s'expliquer. Il voulait 70% de notre avenir. La phrase d'Ibrahim Traoré, prononcée en direct à la télévision nationale, devient virale en quelques heures. Dans sa sobriété, elle condense tout: l'arrogance des puissances, la fatigue des peuples, la volonté de rupture. Mais la révélation du milieu ne tient pas qu'à ces mots, elle tient à ce qu'ils déclenchent. Au même moment, 3 avions militaires atterrissent discrètement à Ouagadougou. Pas d'armes lourdes, pas de menaces, seulement des officiers venus du Mali, du Niger et de Guinée. Ensemble, ils déclarent « Touchez le Burkina Faso et vous nous touchez tous ». En un instant, l'ultimatum de Washington se transforme en manifeste panafricain. Ce jour-là, les caméras étrangères filment la scène sans la comprendre. Pour elles, c'est une alliance opportuniste. Pour l'Afrique, c'est une renaissance. L'unité AES, Alliance des États du Sahel, prend forme non dans un traité, mais dans une promesse tacite, celle de ne plus jamais courber l'échine. Ibrahim Traoré ne cherche plus à survivre, il cherche à faire école. Les retombées de la décision d'Ibrahim Traoré se mesurent désormais dans 4 sphères: économique, diplomatique, sociale et régionale. 1. Niveau économique. Les exportations vers les pays du G7 chutent de 60%, mais le vide se comble vite. Les flux commerciaux se redirigent vers la Russie, la Chine et les voisins du Sahel. Les recettes issues de l'or nationalisé financent la construction d'infrastructures locales. 3 nouvelles raffineries ouvrent à proximité des anciens sites contrôlés par des sociétés étrangères. Ce recentrage interne provoque un effet inattendu. Pour la première fois, le PIB hors aide internationale augmente de 81% sur un trimestre. 2. Niveau diplomatique. La rupture avec le FMI déclenche une onde de choc dans les chancelleries. Tandis que Washington parle d'instabilité, Moscou et Pékin évoquent un tournant stratégique africain. L'Union africaine, jusque-là prudente, inscrit la souveraineté des ressources à son agenda. À huis clos, des diplomates européens admettent craindre l'effet Traoré. La contagion politique d'un modèle de résistance fondé sur l'autonomie financière. 3. Niveau social. Les universités organisent des débats sur l'indépendance économique. Les femmes des marchés de Bobo Dioulasso créent des coopératives pour sécuriser les vivres destinés aux mineurs. Les jeunes transforment les discours présidentiels en chansons, remixées sur TikTok et partagées à travers le continent. L'image d'Ibrahim Traoré, bras levés devant le drapeau, devient une icône de t-shirt, un symbole de fierté panafricaine.
4. Niveau régional. L'Alliance AES consolide sa coordination. Patrouille commune, partage de renseignements, corridor logistique. Les États membres signent un pacte de réponse rapide. Toute attaque contre le Burkina Faso équivaudra à une agression contre les trois. L'équilibre des forces change. Les observateurs parlent déjà d'un OTAN africain. Pourtant, ces avancées s'accompagnent de menaces grandissantes. Campagne de désinformation, tentatives de sabotage économique, surveillance aérienne accrue. Mais le front intérieur tient bon, soudé par un récit collectif, celui d'un peuple qui, pour la première fois, possède son or, sa parole et son destin. Ce n'est plus une crise, c'est un précédent. Et qu'on l'admire ou qu'on le redoute, le nom d'Ibrahim Traoré est désormais inscrit au centre d'une recomposition historique. Les stratèges à Ouagadougou et à l'étranger s'accordent sur un point, les 12 prochains mois décideront du sort du Burkina Faso. 3 scénarios s'esquissent entre espoir, prudence et menace. Scénario de base. Le pays stabilise sa production aurifère autour de 95 tonnes par an. Les coopératives locales prennent le relais des multinationales. Les flux financiers internes suffisent à couvrir les dépenses publiques essentielles. Le partenariat AES s'institutionnalise. Les armées partagent de renseignements et logistique. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso s'installe dans une souveraineté fragile, mais réelle. Scénario optimiste. L'accord sino-russe sur la valorisation de l'or s'étend. Une plateforme numérique panafricaine remplace progressivement le dollar dans les transactions minières. Le PIB croît de 6 à 7% et Ibrahim Traoré devient l'interlocuteur incontournable de l'Union africaine. La doctrine Ouagadougou s'enseigne dans les universités comme un modèle d'émancipation économique. Les sanctions occidentales s'essoufflent, incapables d'isoler un bloc africain uni. Scénario pessimiste. La pression financière se durcit. Les attaques informationnelles se multiplient. Les compagnies occidentales financent discrètement des troubles internes. L'économie ralentit, les alliés du Sahel subissent à leur tour des menaces. Un embargo partiel sur les exportations d'or pourrait faire reculer le PIB de 3% et provoquer un choc social. Si cette spirale s'installe, la résistance de Traoré serait mise à rude épreuve et la population pourrait douter. Entre ces lignes se dessine une vérité politique. L'avenir dépend moins des sanctions que de la cohésion nationale. Ibrahim Traoré l'a compris. C'est pourquoi il mise sur l'éducation économique, la transparence des comptes et l'intégration régionale comme bouclier durable. Car au fond, la question n'est pas de savoir si le Burkina Faso peut survivre seul, mais combien de temps le monde pourra ignorer sa leçon. Sous la chaleur rouge de Ouagadougou, l'histoire d'Ibrahim Traoré cesse d'être un récit politique. Elle devient personnelle. Dans les marchés, les artisans parlent de notre or. Dans les écoles, les professeurs citent son discours comme un texte fondateur de la Nouvelle Afrique. Les enfants le dessinent, le poing levé, tenant un drapeau plus grand que lui. Chaque groupe social y trouve un écho. Pour les travailleurs, un motif d'endurance. Si un capitaine peut défier un empire, eux peuvent redresser leurs outils. Pour les étudiants, une promesse d'avenir. L'intelligence africaine n'a plus à s'exiler pour valoir quelque chose. Pour les femmes, une reconnaissance silencieuse. Dans les villages miniers, ce sont elles qui nourrissent la résistance. Et pour les anciens, enfin, une réparation symbolique. Après des décennies d'humiliation, un chef parle sans traducteur, sans prompteur, avec la langue du cœur. Les analystes étrangers voient une campagne de communication. Ils se trompent. Ce qu'ils interprètent comme un culte est en réalité une renaissance collective. Ce n'est pas Ibrahim Traoré que le peuple acclame, c'est l'idée de ne plus se soumettre. Ainsi, au-delà des chiffres, une émotion circule, tenace, contagieuse. Et si c'était cela, le véritable moteur d'un continent en éveil? La stratégie d'Ibrahim Traoré s'organise en 5 étapes précises, conçues non comme un manifeste idéologique, mais comme un mode d'emploi pour une souveraineté réelle. Étape 1, consolidation intérieure. Réformer la Banque nationale, sécuriser les flux aurifères et instaurer un audit permanent des recettes. Le but, savoir à tout instant où circule chaque gramme d'or. Étape 2, intégration régionale. Renforcer l'alliance AES en créant un fonds commun d'investissement alimenté par les ressources naturelles. Le Mali et la Guinée soutiennent déjà cette architecture. Étape 3,
transition énergétique. Utiliser une partie des revenus miniers pour financer les centrales solaires du Sahel. D'ici 3 ans, l'objectif est de produire localement 60% de l'énergie consommée. Étape 4, éducation et transfert de compétences. Former 10 000 techniciens et ingénieurs locaux d'ici 2027 pour que la valeur ajoutée reste en Afrique. Cette mesure transforme la résistance en projet de société. Étape 5, diplomatie de vérité. Ibrahim Traoré prône une parole africaine directe. Ni rupture brutale ni soumission, mais réciprocité. Chaque partenariat futur devra être public, traçable et équitable. Ainsi, la feuille de route Traoré ne se limite pas à une survie nationale. Elle trace une méthode exportable. Ce plan, s'il réussit, pourrait redéfinir le rapport entre l'Afrique et le monde. La nuit retombe sur Ouagadougou. Devant le palais, les lampadaires s'éteignent un à un, mais la foule reste. Sur un écran géant, les images d'Ibrahim Traoré défilent. Son uniforme, son regard, ses mots. Une femme âgée, assise sur un muret, murmure « Il nous a rendus visibles ». Dans un écho presque mythique, le souvenir de la première déclaration revient. Il voulait 60% de notre avenir. Désormais, ce n'est plus une menace, c'est un serment collectif. Les tambours battent le rythme d'une phrase devenue mot d'ordre. Nous ne sommes pas à vendre. À cet instant, le capitaine n'est plus seulement un homme, il est le miroir d'un peuple entier qui, après des décennies de silence, ose se redresser. L'Afrique n'a pas besoin de héros, mais d'exemples, et celui-ci restera gravé dans la mémoire d'une génération. La terre du Burkina Faso n'a jamais été aussi lourde, ni aussi libre. Et maintenant, que reste-t-il à faire ? Pas un appel à la révolte, mais à la conscience. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'appartient pas qu'au Burkina Faso, elle interroge chacun. Que ferions-nous si la dignité exigeait de dire non ? Ce récit n'est ni un conte, ni un manifeste. C'est une invitation à regarder autrement la valeur de ce que nous possédons, nos terres, nos savoirs, nos voix. À l'heure où les cartes du monde se redessinent, l'Afrique n'a pas besoin d'autorisation pour exister, seulement de confiance pour s'affirmer. Alors, si ces mots résonnent, partagez-les, discutez-les, questionnez-les. Parce qu'un dialogue, même fragile, vaut mieux qu'un silence imposé. Et peut-être qu'un jour, au-delà des frontières, quelqu'un se souviendra qu'ici, un homme a tenu tête à un empire et a dit simplement « non ». C'est ainsi que commence la vraie conversation.